partie de ce qu'on nous a raconté sur la démocratie était un peu à côté de la plaque, si l'idée la plus intéressante, la plus folle même, était restée cachée depuis 2500 ans. On va explorer ensemble une autre façon de voir la politique, une vision qui nous vient de la Grèce antique, mais qui pourrait bien nous donner des idées pour aujourd'hui. On nous répète que la démocratie, c'est avant tout voter, c'est le geste citoyen par excellence. Mais si ce geste, aussi important soit-il, n'était finalement qu'un tout petit morceau du puzzle, c'est de là que tout part. Notre système, on l'appelle une démocratie représentative. Mais pour la chercheuse Chloé Santoro, il y a un truc qui cloche. Pour elle, les élections, ça ressemble souvent à un concours de confiance en soi. En gros, ce sont presque toujours les mêmes profils qui gagnent, les mêmes élites qui sont déjà au pouvoir. Et le résultat, c'est que la majorité des gens se retrouvent un peu écartés des vraies décisions. Face à ça, il y a une autre idée, la démocratie radicale. Le mot peut faire un peu peur, mais l'idée est toute simple. C'est un système où le peuple ne se contente pas de déléguer son pouvoir, il l'exerce directement. On part du principe que des citoyens ordinaires, des gens comme tout le monde, sont capables de prendre de bonnes décisions. Mais la question c'est, comment des non-experts pourraient gérer des sujets hyper complexes ? La réponse, elle tient en deux mots. Intelligence collective. C'est l'idée qu'un groupe de personnes très différentes peut, en travaillant ensemble, devenir plus malin et plus pertinent qu'un petit comité d'experts. Ça a l'air un peu magique dit comme ça, mais on va voir comment ça marche, concrètement. Ce qui est dingue, c'est que ça va complètement à l'encontre de nos clichés sur la foule, qu'on imagine souvent irrationnels. Pourtant, il suffit de penser à des trucs comme Wikipédia pour voir qu'un très grand nombre de gens peut créer quelque chose de génial. L'intelligence collective, c'est exactement ça. C'est le moment où le groupe, ensemble, devient bien plus compétent que chaque personne prise séparément. En gros, il y a deux grandes façons pour un groupe d'être intelligent. La première, l'intelligence agrégative, c'est de la pure magie mathématique sans même que les gens se parlent. La deuxième, et c'est elle qui nous intéresse pour la politique, c'est l'intelligence délibérative. Là, au contraire, tout repose sur la discussion, sur le débat. Pour piger la première forme, il y a cette histoire incroyable du bœuf de Galton. Un scientifique a demandé à des centaines de personnes dans une foire d'estimer le poids d'un bœuf. Pris un par un, ils étaient presque tous à côté de la plaque. Mais quand on a fait la moyenne de toutes leurs estimations, le résultat était juste à quelques grammes près. C'est ça, le miracle des grands nombres. Les erreurs des uns et des autres s'annulent. Mais bon, pour des questions de société, on ne cherche pas à deviner un poids, on cherche à construire un jugement. Et c'est là qu'intervient l'intelligence délibérative. C'est un processus super bien organisé. On prend des citoyens tirés au sort pour avoir un mini-échantillon de la société, on leur donne accès à tous les experts, toutes les infos, et on les fait débattre pour qu'ils construisent une décision ensemble. C'est exactement le principe des conventions citoyennes. Justement, pour voir ça en action, Chloé Santoro a suivi la Convention citoyenne sur la fin de vie. 184 citoyens tirés au sort qui ont dû se pencher sur un sujet, on peut le dire, extrêmement lourd. Et c'est là qu'elle a découvert une sorte d'ingrédient secret, un truc que la théorie n'avait pas vraiment vu venir. En théorie, on pensait que la clé, c'était la diversité cognitive. C'est assez logique. Si on met ensemble un ouvrier, une prof, un agriculteur et une étudiante, ils n'auront pas la même façon de voir les choses. Leurs expériences différentes permettent au groupe d'avoir une vision à 360 degrés et d'éviter les angles morts. Et c'est là que ça devient super intéressant. On pouvait se dire, ok, il suffit de mélanger les gens, de brasser les profils, et hop, ça marche. Mais ce que l'observation de la Convention citoyenne a montré, c'est que non. La diversité, toute seule, ça ne suffit pas. Il manque un truc essentiel. Et le voilà, le point crucial, la sociabilité. Les liens humains, tout simplement. Ces 184 personnes ne se connaissaient pas du tout au départ. Mais à force de manger ensemble, de discuter à la pause café et de se raconter leur vie, elles ont créé des liens de confiance très forts. Et c'est cette confiance qui leur a permis de s'écouter vraiment, de débattre sereinement et de produire un travail d'une qualité impressionnante. Alors maintenant, avec cette nouvelle idée en tête, cette idée que la confiance et les liens sociaux sont la vraie clé, on peut retourner 2500 ans en arrière et regarder la fameuse démocratie athénienne avec un regard complètement neuf. On nous présente souvent Athènes comme l'ancêtre de nos démocraties. En fait, c'est presque le contraire. C'était une expérience politique unique, radicale. Pour le philosophe Aristote, c'était même un gouvernement des pauvres. Et si on regarde de plus près, on peut voir tout leur système comme une incroyable machine conçue pour fabriquer de l'intelligence collective à grande échelle. Et toute cette machine, elle reposait sur ce chiffre. 3. 3 piliers fondamentaux. Premièrement, le pouvoir n'était jamais dans les mains d'une seule personne, mais toujours partagé entre des centaines de citoyens. Deuxièmement, et ça c'est le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui, plus une décision était importante, plus le nombre de gens qui décidaient était grand. Et enfin, leur idée de génie, l'art de mélanger les gens. C'est là qu'on voit qu'ils avaient tout compris. Les Athéniens savaient que pour qu'un peuple soit uni et intelligent, il fallait que les gens se rencontrent. Ils ont donc redécoupé leur territoire de manière hyper astucieuse pour que chaque groupe politique soit obligé de mélanger des gens de la ville, de la campagne et de la côte.
En fait, ils organisaient le brassage social pour créer de la confiance. D'accord, mais à part une bonne leçon d'histoire, qu'est-ce que cette plongée dans le passé et dans ces expériences citoyennes nous apprend pour notre époque? Qu'est-ce qu'on peut vraiment en garder? On peut en retenir au moins 3 grandes leçons. La première, c'est qu'il est urgent de créer du lien et de lutter contre la séparation entre les groupes sociaux qui nous divisent. La deuxième, c'est qu'il faut un vrai contrôle sur les élites. À Athènes, les experts étaient écoutés, oui, mais ils devaient rendre des comptes en permanence. Et enfin, la leçon la plus directe, il faut absolument lier la discussion à la décision. Pour les Athéniens, l'idée de faire discuter des citoyens pendant des mois pour qu'à la fin, ce soit quelqu'un d'autre qui prenne la décision finale, ça aurait été complètement absurde. Pour eux, c'était une évidence. Ceux qui font l'effort de débattre, ce sont eux qui doivent avoir le pouvoir de décider. Sinon, à quoi bon? Au final, la grande question reste posée. La démocratie, est-ce que c'est élire des représentants pour qu'ils pensent à notre place, ou est-ce que c'est créer les conditions pour qu'on puisse penser et décider ensemble? Ce format ne prétend pas avoir toutes les réponses, loin de là. Mais peut-être que la vraie démocratie, elle commence justement quand on ose se poser, et surtout se poser ensemble, ce genre de questions.